Bon. Allez, donc maintenant, on va faire cette petite tour à ce schéma que vous avez travaillé déjà de votre côté pour faire un peu comme ce parcours de la graine au fruit dans l'arbre, de la graine aux d'autres options d'avoir un arbre, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs. Donc l'idée c'est qu'avec les questionnements que vous avez eus, les difficultés que vous avez eues, on déplie toutes les branches de ce schéma. On va commencer pour l'origine. C'est pas mal. On peut avoir un arbre à partir de quel numéro, de quelles différentes possibilités. Donc on peut partir d'une graine, on peut partir d'une forme de reproduction asexuelle. Tout le monde voit la différence, asexuelle, asexuelle. Donc là, on tombe sur les trucs qu'on parle des clones. C'est exactement les mêmes individus. Quand je prends une branche, on parlait du figuier, parce que mon voisin a un figuier qui me plaît. Je prends une branche dans la terre, dans mon terrain, et ça fait un arbre, un autre figuier. Ce n'est pas un autre figuier, c'est le même figuier. Vous comprenez? Génétiquement, exactement, sont pareils. C'est un clone naturel. Donc voilà, deux façons d'avoir des clones. Pardon. Et une possibilité de faire une reproduction sexuelle à partir d'une graine, lesquelles on va appeler un arbre franc. Ça, je peux avoir l'option de greffer ou pas greffer. Dans certaines variétés, vous avez vu par exemple les pommes, on est presque obligé à passer pour la greffe, pour être sûr d'avoir une variété qui est intéressante. Donc du coup, on serait là. On a un porte-greffe qui peut venir de là ou de là. Peu importe, je décide de mettre une variété particulière qui me convient. Pour tout le monde, c'est clair, ce truc qu'on vient d'expliquer? Mais du coup, la greffe, c'est pas un clone. La greffe, exactement, c'est une autre façon d'avoir un clone. C'est ça. C'est une autre forme d'avoir une reproduction asexuelle. Donc là, la greffe rentrera là aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est clair? Tout ça, voir si j'arrive à déchiffrer ce truc. En fait, tu peux partir d'une graine et faire une semi-directe. Ça veut dire semer directement la graine sur place, là où tu vas avoir l'arbre définitif. Ou, comme la plupart des fois on fait, on passe pour une pépinière. Parce que nous-mêmes, on fait la pépinière ou parce qu'on achète l'arbre chez un pépiniériste. Du coup, dans tous les deux cas, on aura un porte-greffe franc. C'est les porte-greffes les plus vigoureux, normalement. Et qui finira pour être planté. On va parler, pour tout le monde, c'est clair tout ce parcours? Et est-ce que vous pouvez dire quels sont les avantages du semi-direct par rapport au fait de semer en pépinière puis de planter? Il n'y a pas le stress de l'arrachage. Et puis ça, C'est un arbre plus robuste. ça a la racine pivot. Voilà, c'est ça. Il a le temps de s'adapter aussi à son sol, quoi. Il n'est pas déplacé, planté. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement qu'un arbre qui est semé en pépinière puis planté, il subit toujours un traumatisme au niveau racinaire et particulièrement on casse la racine pivot. Il ne pourra jamais se refaire à l'identique. Chose que c'est vraiment important dans des espèces qui ont ces pivots. Et moins important dans des espèces qui déjà sont des variétés qui ont des racines traçantes. Voilà. Comme par exemple un olivier, un figuier. Un pêcher. Voilà. Par contre, pour le pommier, et particulièrement dans une situation comme on a ici, où on n'a pas d'irrigation, en lien avec ce dont on parlera après de irriguer ou arroser, ça a vraiment un intérêt d'avoir cette racine pivot, qui va aussi chercher l'eau très en profondeur. Voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle ici, on a privilégié le semis direct des arbres sur place. C'est clair? Ok, donc on est dans ces moments clés de la vie de tout arbre. On va les planter. Vous avez planté déjà des arbres? Vous avez pris comment? À quelle époque de l'année? L'hiver. À la Sainte-Catherine. À la Sainte-Catherine, tout arbre, Tout arbre prend racine. Effectivement. Sainte-Catherine, c'est tout bois prend racine, c'est pour les boutures normalement.
Ah oui, c'est le bois. Ouais. J'avais entendu pour tout arbre. En tout cas, la Sainte-Catherine, c'est autour de quoi? 21 novembre. Ouais. 21 Novembre. novembre. Donc pour certains trucs, déjà, vous pouvez les faire à l'avance. On dit qu'on peut commencer à planter une fois il y a eu déjà la chute de toutes les feuilles. L'arbre, tu peux planter. D'accord? Tu as l'arbre en pépinière, l'arbre n'a pas de feuilles. Dans ce moment, tu pourras le sortir et les planter. Il y a des gens qui essayent d'étaler ça jusqu'au printemps. Moi, je ne les recommande pas et peu de gens les recommandent parce que les gros des systèmes de radicelles commencent à s'étaler, commencent à se développer, même quand l'arbre n'a encore pas de feuilles. Donc même si tu vois que ton arbre n'a pas démarré, ça fait déjà quelques mois qu'il a démarré à niveau des racines. Donc on dit autour de janvier commence la pousse des radicelles, donc ce sera bien d'avoir mis tous les arbres en terre avant janvier. Vous avez de la chute d'arbres vers, ça dépend de la variété, novembre par là. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi on recommande de planter un arbre une fois qu'il a perdu toutes ses feuilles? L'énergie dans le système racinaire. Ouais, la sève redescend vers les racines et c'est les racines qui vont se développer à cette période-là. Et autrement, il perd toute son eau parce que il a trop de masse foliaire et quand on le replante, il stresse à cause de ça. Si jamais tu as dessiné. Non, C'est celui-là. En fait, les trucs de la chute des dernières feuilles, c'est précisément parce que l'arbre n'a pas mis encore l'énergie dans le système racinaire. Reste à niveau des branches, des troncs. Donc du coup, quand tu le lèves de la pépinière, tu ne la laisses pas dans les racines. C'est un peu ça la logique. Surtout de le faire tôt, mais de le faire dès la chute des feuilles. Donc, tu as juste le système racinaire par là. Tu as les branches. Donc là, il y a la chute des dernières feuilles. Juste dans ce moment, l'énergie de l'arbre est concentrée par là. N'a pas descendu. Donc, du coup, quand tu le coupes pour le sortir, tu amènes une grosse partie de l'énergie qui, une fois mise en place définitive, l'arbre pouvoir refaire avec tous les stocks d'énergie qui étaient dans la partie haute que tu l'as embarqué, pouvoir refaire ce système racinaire. Ouais, ça se voit? Ok. Et Donc, à l'inverse, si tu le déracines à la fin de l'hiver, si tu déracines à la fin de l'hiver, déjà toute l'énergie avait descendu dans les racines, avait servi pour commencer à développer les nouvelles radicelles de l'année. Et tu vas enlever et tout ça reste là sur place. Ouais. Donc, plus tôt, entre guillemets, vous pouvez faire ça, mieux ça va. D'accord? Donc, on a déjà le quand. On va parler de comment. Vous avez pris comment pour planter vos arbres? Bah, soit racine nue, soit avec une motte, soit... Je sais pas. Hein. Voilà, déjà, deux systèmes au moins dans lesquels on trouve les arbres en pépinière. Vous pouvez trouver vos arbres à racines nues. Donc vous trouvez chez le pépiniériste, vous filez un arbre comme ça, avec une motte, même sans terre, simplement à racines nues. Ou une motte, du coup, les trucs dans un contenant. Attention avec ça. Parce que la plupart des fois, simplement, les pépiniéristes prennent l'arbre à racines nues et le mettent dans un pot. Parce que visuellement, à niveau commercial, les gens se sont rassurés pour le fait de voir l'arbre en terre et pas de le voir avec des trucs à nu. En fait, l'utilité qu'il peut avoir ça, de faire cette transition, parfois peut être bien parce que tu sors de la pépinière, tu es un pépiniériste, tu sors ce machin-là, tu vas faire une foire et tu ne vends pas tous tes arbres dans un week-end. Et tes arbres peut-être vont rester une semaine à racines nues. Donc pour éviter le desséchement, tu peux les mettre dans un substrat qui peut être du sable, simplement dans un pot. Ça c'est bien. Mais si tu vas chez un pépiniériste, tu peux sortir tranquillement de la pépinière l'arbre et te l'amener chez toi à racines nues. Ce n'est pas un problème pour l'arbre. Le problème c'est si ce truc est soumis à desséchement. Si tu mets ça dans la galerie de ta voiture pour rouler à 80 heures en plein hiver
jusqu'à chez toi, à 20 km de distance, là, ça va commencer à être un peu compliqué. Donc simplement, rappelez-vous, il faut protéger ça, une partie délicate de l'arbre, il ne faut pas qu'il soit exposé logiquement ni au soleil direct, ni au vent, ni au gel. Donc du coup, il y a déjà une transition importante à faire. Que ça, c'est la possibilité de mettre ces machins, parce que moi, j'arrive fatigué de la journée, après l'avoir acheté, parce que c'est pas quoi, on a fait plusieurs choses. Et moi, je ne peux pas planter cet arbre tout de suite. Donc je le mets en... Tout le monde sait qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un jauge. Tu peux l'expliquer, Constance? Ça veut dire quoi? Bah, la mise en jauge, c'est de couvrir, donc on couche l'arbre, mais en mettant les racines sous la terre, pour que les racines soient entourées et protégées, sans que l'arbre reparte dans une... Enfin, soit dans son emplacement terminal et dans une croissance, quoi. Mais ça peut rester en jauge pendant 1 an. Ah si, ça peut rester, mais ce n'est pas recommandé. En tout cas, moi, je vous recommande, si l'écartement est de quelques jours, voire une semaine, nécessairement les mettre dans ça. Ces substrats, les plus simples, c'est que ce soit du sable humide. Et voilà, vous les mettez là comme en attendant. Si les arbres restent vraiment tout un cycle dans là, c'est pas top. Oui, tu peux les... Dans ces cas, je te recommande prendre-le plutôt, attendre 1 année à l'acquérir, à faire l'acquisition. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Mais voilà, c'est le système de dire, bon, on attend et on les mettra après. Donc voilà, on l'a acheté, on a vu les différents trucs, on a vu la transition. Pourquoi tu le couches en jauge? C'est quoi l'intérêt? Pour moi, les fois que je l'ai fait, c'est simplement parce que l'arbre est plus stable. D'accord, ok, c'est tout. Facilité de... D'accord. Tu mets par terre, tu es sûr que ça ne va pas tomber, parce que l'arbre n'est pas enraciné. Tu le mets dans un substrat qui tient les trucs humides. Mais... Du coup, tu tasses pas la terre, Ouais, tu mets juste... Tu fais ça très rapidement. Voilà, tu fais un trou dans un tas de sable, tu le couvres, c'est tout. Ok, donc on a l'arbre. Maintenant, on s'approche d'un emplacement définitif. Qu'est-ce qu'on a fait dans cet emplacement? Est-ce que vous avez fait quelque chose à l'avance? Non? Un trou. Sous-solage. Travailler le sol. Aérer un peu, sous-solage, casser un peu, si c'est compacté. On peut le décompacter. Voilà. Il y a toute une série d'actions qu'on peut faire pour préparer ces trous de plantation. Si c'est une grande parcelle que vous voulez mettre en place en fonction de l'historique, tous ces trous qu'on avait vus, des connaissances de ce sol, donc peut-être l'option sous-solage peut être une très bonne option. Dans les rangs de l'arbre, faire un travail mécanique, sans retournement de sol, simplement de passer un outil qui a comme une sorte de coins là, et qui rentre en profondeur et sans retourner, ça crée toute une fissuration qui peut casser par exemple une ancienne semelle de labour qui peut être donnée à que vous avez récupéré un espace de culture pendant des années qui a été labouré aux mêmes profondeurs et du coup vous avez des trucs qu'on appelle une semelle de labour. Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est une semelle de labour? Benjamin, tu peux l'expliquer? Oui. C'est à force d'utiliser des outils comme la charrue par exemple, de passer des outils mécaniques, comme on travaille qu'une partie du sol, dessous, le sol a tendance à se tasser avec l'eau, le ruissellement de l'eau. Et donc on crée une partie de terre en fait, qui devient tellement compacte que les racines ne traversent plus. Et donc voilà, on appelle ça une semelle de labour. Et donc tout le système racinaire en fait se fait dans la partie qui est travaillée et ne permet pas d'aller après au-delà de cette semelle. Voilà, comme on est en train d'établir des arbres comme un système racinaire puissant, ça nous intéresse que vraiment puisse explorer tranquillement tous les profils du sol. Donc s'il y a cette semelle, les racines vont arriver, vont s'étaler à l'horizontale. Ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, cette semelle qui a été créée pour ce passage régulier des outils qui glissent sur le même niveau. Ok, donc on a préparé ça. Combien de temps à l'avance? C'est recommandé 2 mois, 3 mois, 4 mois à l'avance? Il y a des moments en fonction de la nature de ton sol, de la texture de ton sol pour faire ça. Si ton sol est très argileux ou limoneux, je ne sais pas quoi. On les fait surtout avec un degré d'humidité particulier pour que le travail de sous-solage soit correct. On ne va pas entrer dans les détails, mais les gens qui font ça devraient savoir comment est-ce qu'il faut le faire. C'est facile de se renseigner parce qu'il y a des moments particuliers, surtout au niveau d'humidité, ça joue. On va le faire après un orage.
Non. Il faut que la terre soit ressuyée, mais pas trop sec non plus, ni trop humide. Voilà. Donc voilà, à part de ça, une autre chose qu'on peut faire ou qu'on devrait avoir en Un tête. apport organique avant de planter l'arbre. Voilà. Imaginons que vous ne voulez pas planter sans arbre. Parce que tous ces trucs de subsolage commencent à avoir un sens quand c'est une surface importante. Si vous êtes à niveau familial, vous voulez planter une vingtaine d'arbres, une dizaine d'arbres, nous ici on n'a pas passé une subsoleuse. En plus, l'historique de la parcelle faisait que potentiellement on n'avait aucun semelle de labour à casser. Donc les choses que nous on a fait a été fertiliser les trous de plantation à l'avance. Donc on a fait un petit travail de casser les... Parce que là on partait d'une prairie, donc sur 1 mètre à peu près de diamètre autour de l'arbre. On a fait un travail de casser cette pelouse avec un mulch pendant 1 an à l'avance. Et même dans certaines parcelles, surtout des parcelles où on allait mettre des variétés nanifiants, et ces nanifiants, que vous vous souvenez, sont des arbres qui sont beaucoup plus proches à niveau d'exigence d'eau et de nutriments d'un légume. Donc là, on a fertilisé et on a mis de la courge la première année. Donc du coup, on a mis des fumiers, pas trop décomposés, mais la courge en fils de ça. Et on a fait une première culture des courges. Voilà, et on a eu une première récolte des courges. Et après la récolte, on a planté les arbres. Du coup, il y avait déjà tout un travail de plantation. Ça peut être une façon de, voilà, de préparer le terrain en utilisant une fertilisation qui déjà va être utilisée pour une culture et qu'en plus la courge donc, va finir de casser, d'explorer les sols et tout ça. Et après, tu te trouves un substrat beaucoup plus meuble quand tu vas planter ton arbre. Peut-être une technique. Il y a des gens qui font des engrais verts avant la plantation. La courge, c'est un pivot, donc du coup, tu as pu accéder à justement faire une fissure en profondeur. Sur les côtés, toi, après pour la plantation de l'arbre, tu as creusé un peu plus sur les côtés pour donner plus d'espace au tronc, ou est-ce que tu as vraiment... Ou à la plantation de la courge, tu avais déjà creusé comme si tu allais mettre l'arbre? Non, on a creusé comme pour les courges. Ok. On a fait un paillage un peu plus généreux au pire, les courges, ponctuellement, et des trucs de plus ou moins 1 mètre de rayon. Mais après, quand on a fait le trou, donc voilà, on a sorti, ça c'est le trou définitif, donc on a sorti la première couche de terre, on l'a mis dans un tas et le reste, on l'a mis dans un autre tas. Et avec la fourbeche, on a cassé dans la mesure des possibles tous les tours. Donc là, c'est des petits trous. Hein, imaginez-vous que vous devez bouger ça sur 1 mètre. Non, non, c'est vraiment l'espace pour mettre les racines de façon à l'aise. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une autre opération entre ces trucs de trous et mettre l'arbre? Tailler les racines. Voilà. Tailler les racines, dit Constance. Et Et les pralinés. Donc tailler les racines, ça dépend. On ne taille pas les racines pour les tailler, on taille seulement les trous qui peuvent être vraiment écrasés ou mal taillés de la pépinière, etc., etc. Là, vous les taillez de façon propre au sécateur. Et après, il y a l'option de pralinage. C'est écrit comme ça? Oui. C'est quoi le pralinage? C'est un mélange d'argile avec de la mousse, de l'eau. Et ça sert à quoi? Ça sert à bien agglomérer autour des racines pour qu'elles trouvent une première nourriture, un peu de boost, quoi. Voilà, il y a un peu cette couche de boost et de régénérer toute une... Ah, les pralinages, bon voilà, comme disait Étienne, c'est un mélange d'argile, il y a plein de recettes différentes. Normalement, il y a compost et argile, au boost de vache, argile, ça dépend. C'est que vous avez porté des mains. L'idée, c'est faire une sorte d'inocule des bactéries, des prolactiques, mais pour l'arbre, pour essayer de régénérer le plus rapidement cette rhizosphère qui a été complètement bouleversée pour le fait de les sortir de la pépinière, et l'amener, et toutes ces opérations qu'on a fait. D'accord? Donc vous les mettez là, paf,
vous mettez votre pralinage, vous avez fait votre trou, vous avez tac, et maintenant quoi? On met la terre et c'est tout? Mettre à niveau. À niveau, ça veut dire quoi? Au niveau du collet. Et remettre l'arbre au niveau de la terre où il était auparavant. Ok, donc on va essayer de faire un zoom bien sur notre arbre maintenant. Donc vous avez un arbre racine nue, qu'on l'a mis en pralin, d'accord? Tout ça, il prend des bouts, là, 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 là. Parfait. Cet arbre, vous pouvez venir de plusieurs origines. Imaginons que vous avez fait les plus conventionnels, que c'est aller vers les dates de la Sainte-Catherine en pépiniérie, s'acheter des arbres. D'accord? Donc, vous donne un arbre déjà, en principe, qui vous guide un peu sur les porte-greffes et tout ça. C'est un arbre greffé. Donc, le point greffe est là. Et les collets, c'est le point où était le niveau du sol dans la pépinière. Donc, le plus important, c'est, tu peux jouer avec ce niveau de monter un peu plus ou de descendre un peu plus. L'idéal, c'est de rester au niveau du collet, comme disait Étienne. Mais le truc important, c'est de ne pas mettre ça au niveau du sol. Pour plusieurs raisons. Maladie. Affranchissement, pourrissement et maladie. Et puis le porte-greffe qui repart. Ça, c'est le truc qu'on appelle l'affranchissement. Si tu mets le niveau de sol par là, tu risques que ton porte-greffe fait des racines aussi. Ah pardon, les greffons. Les greffons. Et du coup, il y a des espèces qui, en fait, au moment où l'arbre coupe les liens avec les porte-greffes. Et du coup, tu perds les avantages du porte-greffe. Et finalement, normalement, l'arbre finit pour dépérir parce que le système racinaire est très faible. Mais c'est une technique qui parfois est utilisée, particulièrement dans les poiriers avec cognacier. C'est une façon de rajouter un système racinaire de plus. Donc, voilà. À voir à cas par cas. Mais si vous voulez une norme générale, une règle générale, mettez pas les points greffes par-dessus le niveau du sol. D'accord? Ok, donc l'a praliné, on sait où il faut le mettre. Et maintenant, la terre, on le met comment? Là, c'est la première couche. Et là, c'est la deuxième couche. Dans l'ordre. Et vous mettez quelque chose de plus dans les trous? C'est là qu'on peut mettre du compost par-dessus. Ouais, tu peux mettre de l'ortie, quoi. Mais non. Des orties en profondeur, tu veux dire? Mettre un peu de feuilles, des choses comme ça? 2-3 feuilles, ouais. Des choses, moi, j'aimerais pas des choses que vous avez lues, des choses que vous avez fait. Bah, moi, je remets du compost. Vous avez mis des composts? Je mélange du compost à la terre que j'ai enlevé. Tu as mis, pardon? Du compost à la terre que j'ai enlevé, comme elle est hyper compacte, ma terre. Tu as rajouté dans la terre végétale? Oh. Ici? Ouais. D'accord. Voilà, je fais une couche au fond, je mets mon arbre et je me remets ma terre et puis voilà. Et je paille. Enfin, Écoutez, moi j'ai lu, j'ai vu faire et j'ai fait presque tout. J'ai mis à l'inverse les couches pour dire on met la terre plus riche en contact direct avec les racines et les autres on les met là. Ça c'est un truc que surtout avant, si vous prenez des bouquins anciens, presque tout le monde disait ça. Maintenant on dit non, il faut entretenir les couches parce que là il y a des bactéries d'un sort et là pour il y en pas a qui disent inverser. qu'il faut mettre du compost dessus parce qu'il descend. Voilà, il y a des gens qui te disent de mettre des composts mûrs. Ça, presque tout le monde est d'accord, pas mettre de fumier frais là. Un compost mûr, tu peux. En tout cas, je vous dis, je l'ai fait, tester tout. Et je n'ai pas vu de grosses différences. Ça marche. Mais il y a un truc de plus que tu peux faire. Et c'est surtout parce qu'on est en train de parler d'avoir un arbre déjà plus ou moins formé. Mais si on parle d'une graine qui a germé, qui vient juste de germer, si vous partez de faire vos arbres et vous voulez faire un franc sur place, déjà le moment de plantation c'est quand? Ça sera au printemps. Début printemps. Donc début printemps, tout est plus ou moins pareil. L'unique chose c'est que les trous, vous pouvez préparer le trou, mais les trous sera minimal. Parce que normalement, même si vous les prenez bien au début, vous aurez simplement une graine qui vient de s'ouvrir et il y a des cotylédons. Et un premier début de
des feuilles. Donc vraiment, c'est plus une manipulation de chirurgie qu'une plantation d'un arbre. Donc, tu prends les trucs avec super attention de ne pas casser rien. Tu grattes un peu avec les doigts, tu le mets. Mais il y a tout un travail au préalable. Donc, un des travaux que vous pouvez faire et que je vous recommande, de là, est préparer le trou de la même façon et rajouter les couches dans l'ordre que vous voulez, en mettant du compost comme vous voulez, c'est de prendre une baramine ou un bout de métal et faire un trou. Fais ça, je bouge un peu, sans tourner beaucoup, parce que sinon vous allez faire dans ce argileux, vous allez lisser les parois. Voilà, tu fais tu sors. Et là, vous êtes en train de créer un schéma, surtout pour les pivots, qui peut être vachement intéressant dans des zones sèches. Là, c'est un peu les petites astuces des papis que en région de Catalogne Méditerranée, on faisait pour planter certains trucs comme les amandiers ou des choses comme ça. Et ça peut vous aider. Ok? C'est vu? La plantation dans toutes ses formes et couleurs? Donc là, pour reprendre l'idée de la baramine, tu mets ta baramine, tu donnes un coup de chaque côté et tu mets du compost à l'intérieur jusqu'à déposer ta graine en presque. La préparation peut être exactement pareille que ça. D'accord. L'unique chose que tu rajoutes ça. Okay. Parce que tu vas pouvoir entrer plus profond que creuser. Vraiment, tu vois. Vraiment, les travaux, quand je plante une semi-direct, c'est très très léger. J'ai fait vraiment un travail, pas un gros trou ni une grosse préparation. Parfois, j'ai passé à la fourche bêche, je jette du compost. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne déposes pas ta graine au fond de là où tu as mis ta baramine. Non. Tu mets la baramine, tu as un trou. Oui, je fais comme un conduit, que ce conduit, ça remplit de terre, tout de suite, tu le remplis. Tu l'as guidé quand même. Simplement, tu as fait comme une pré-galerie, où très probablement, surtout si tu les mets juste à côté, les pivots vont aller chercher, et va aller explorer, et va arriver rapidement là, et à partir de là, va s'étaler. Et déjà, rapidement, c'est comme si un lombric aurait fait une galerie là, en ligne droite, juste où il fallait. Ouais. Ok. Allez. Donc, vu ça, pour tout le monde, c'est super clair. Il nous manque seulement un petit détail. C'est... Non. L'arrosage. Protection. Il faut arroser En fonction de où vous êtes, protection contre les bêtes qu'il y aura, et tout orage. Si vous êtes en une région des vents, si vous êtes en train de travailler avec des porte-greffes qui sont des racinements faibles, vous mettez toujours un tout or. Ça va après. Ok, donc on est là. Juste un truc. Est-ce que ça t'est arrivé de mettre du grillage pour les rongeurs? Pas moi, mais je sais des gens qui sont presque obligés à faire des barrières. Le lièvre. Après, tout ça dépend c'est pour ça que c'est très intéressant de faire bien une étude, comme on disait, cette analyse de la situation, des ressources, de quels sont les... Qu'on a utilisé, c'est du ferramol pour les, surtout pour ça. pour les semis-directs, vraiment, voilà, de graines sur place. Quoi. On se demandait comment les protéger parce que... Ouais. Et là, si vous voulez aussi pour les détails, mais nous, parce qu'on avait beaucoup, en partant d'une prairie, on avait beaucoup de limaces, donc on a mis des bouteilles de 1,5 litre à l'inverse. Ah, voilà. À l'inverse, on avait coupé les fonds. Mm-hmm. Du coup, on avait un truc comme ça. En plastique. En plastique, ça ouverte ici. Et là, ouvert. C'est vrai que ça, c'est le truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure. On a dit l'avantage de semer sur place par rapport à la pépinière, c'est que c'est beaucoup plus rustique. Du coup, la question suivante, ça serait alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que ça crève. Voilà, parce que c'est vraiment compliqué. Parce que autant une pépinière, on peut la bichonner, on y est tous les jours, on prend soin, voilà, on peut arroser le premier été, on peut enlever les limaces. Lorsqu'on a des arbres dispersés un peu partout, c'est beaucoup plus compliqué de faire le suivi. Et c'est aussi pour ça, comme l'a dit Joanne tout à l'heure, qu'on en sème toujours plusieurs. Et après, si on a de la chance, il en restera au moins un, ou deux ou trois qu'il faudra sélectionner. Mais voilà, c'est ça aussi l'idée. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour l'origine de l'arbre qu'on aura sur place. Là, je ne suis pas hyper contente de mon schéma au niveau du choix de la variété. Là, on pourrait avoir une ligne franc. C'est tout ce dont on a parlé avant. Il y a des arbres, déjà, hop, la variété, elle est déjà donnée, quand c'était le cas des pêchers, etc. Ou clone, et là effectivement il y a bouture marcotte et greffe, qui est aussi une forme de clone d'une variété qu'on souhaite conserver.
Donc pour ça, on ne va pas entrer plus dans les détails, on l'a vu largement, qu'est-ce que ça veut dire. On fait les greffons avec la variété qu'on veut et on fait un porte-greffe en fonction du type de sol qu'on a. Ouais. D'accord, surtout. Et ça, vous avez bien compris aussi, le porte-greffe, ça peut être n'importe quoi de tout ça. Ça peut être un arbre franc ou lorsqu'on parle de nanifiant, voilà, en général, c'est ça. Et les quand est-ce qu'on fait la greffe? Donc on ne va pas entrer super dans les détails, mais on nous a fait une division. On peut greffer presque toute l'année en fonction de la technique. Mais il y a deux grands moments de greffe. C'est début du printemps et en été, fin été. Et fin de l'été. Surtout en été, la technique plus recommandée ou utilisée, c'est les coussons. Et celle-là, plus d'autres, anglaises compliquées et d'autres, qu'on fera en printemps. Ça, on les verra en détail demain après-midi. On va passer ici. Formation. Donc, on a parlé, quand on était là, de l'arbre, on peut le laisser sans rien faire. C'est le truc qu'on appelait une forme libre. On peut faire une petite taille de formation et après passer en forme libre. Simplement une taille de formation qui va accompagner l'arbre dans ses choix de forme libre. Tu vois, si on a un arbre que la forme libre normale est buissonnante, nous on peut choisir jusqu'à quel niveau de complexité on veut ces buissons. Couper, laisser les meilleurs pieds, etc., etc. Ou dans les axes qu'on a vu des pommiers, on fait une sélection sous les branches, et lever les trous qui font de la concurrence à l'axe principal, ou des choses comme ça. Et après, il y a l'autre groupe de tailles qu'on appelle la taille de fructification traditionnellement, que c'est des tailles qu'en fonction de quelle espèce et dans quel bois il fait la fructification, vous ferez une taille ou une autre. D'accord? Et là, c'est vraiment un sujet assez large et compliqué à maîtriser qui dépendra énormément de l'espèce. D'accord? Et comme une solution un peu qui peut être complémentaire ou intermédiaire à la taille, c'est de faire des arcures. C'est quoi ça? Quand on guide les branches. Voilà. Et c'est quoi l'objectif lorsqu'on... Il faut imaginer, on a une ficelle. Hein. Notre branche qui spontanément irait vers le haut, on l'attire vers le bas. Au lieu qu'elle lignifie dans une position où elle va casser avec le poids, on la guide, enfin je sais pas. Hein. Ça peut être dans cette ligne-là aussi de donner une forme qui après soit moins violente une fois il y a la charge de fruits. Mais en fait c'est une façon d'accélérer la mise à fruit. On a vu que pour certaines espèces, les faire prendre à la branche la forme qu'elle prendra quand elle sera mise à fruit, qu'on aura mise à fruit, ça déclenche des réactions physiologiques dans l'arbre qui fait que la mise à fruit peut être plus rapide. Et en fait, c'est une façon de diriger là où ça te convient la branche. Plus qu'avec le sécateur. Il prend moins de place. Voilà, tu l'as. Et c'est une façon de calmer aussi les bigorres d'une branche. Là. Il est à hauteur de cueillette aussi. Voilà, faciliter aussi les cueillettes. En tout cas, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée. En sachant qu'en fait, après, naturellement, une fois qu'il a les fruits, de toute façon, il va s'arquer. Donc au niveau de la cueillette, je ne sais pas si ça change tant que ça. C'est vraiment surtout une façon d'agir, voilà, d'intervenir sur le développement de l'arbre pour lui dire mon coco, au lieu de monter, de continuer à te développer, à grandir, faire du bois, ce que j'attends de toi, c'est des fruits. Dans le système Canlao, sur quels arbres tu pourrais intervenir de cette façon-là? Les pommiers surtout. Pommiers, poiriers. Apparemment, les poiriers, il ne faut pas les arquer en dessous de l'horizontale. Horizontal. Après, les arcures, comme tout ça, tout a des nuances. Comme disait Kevin, il y a certains arbres, si tu dépasses un certain niveau d'arcure, ils vont commencer à sortir des gourmands. Des gourmands, ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, savoir qu'il y a cette, grosso modo, à la taille, on peut la diviser en ces deux grands groupes et celle-là comme technique complémentaire aux autres. Ok? Même il y a des gens qui passent complètement de la taille et qui uniquement font ça, les arcures. Ok, d'autres interventions qu'on fait sur notre arbre. Une fois on l'a planté, voilà, il pousse, nanana, tout va bien, on l'a dirigé d'une façon ou d'une autre comme ça nous intéresse. Maintenant il nous reste pour faire quoi? Donc il y aura la gestion de l'énervement, la fertilisation, l'arrosage sur l'irrigation
Et la mise à fruit, une fois sera, il faudra enlever une partie. Éclaircissement, tout le monde comprend qu'est-ce que c'est et pourquoi ça sert. On l'a vu avant, pas mal. Voilà, enlever certains fruits et laisser les mieux placés, ou, voilà, pour ventiler mieux, pour enlever des possibilités d'apparition des maladies, pour avoir un bel calibre. Et on disait que ça a particulièrement un intérêt lorsqu'on fait une culture commerciale, pour avoir des calibres. À quelle époque, quand il y a fructification, à quel moment tu fais ça dans la fructification? À chaque espèce, il y a des moments particuliers. D'habitude, c'est les premiers débuts des nouaisons qu'on appelle. C'est quand dans les pêches, par exemple, les abricots, c'est quand les noyaux n'est pas encore dur en train de se former, juste. Vraiment, c'est des petits calibres. Ça peut être les fleurs aussi, non? Il y a des gens qui travaillent sur les fleurs, même sur les bourgeons. Mais c'est plus risqué. Les pommiers ou les poiriers. Et on enlève les bouquets en entier avec l'extinction. Ouais. Sur la partie des bouquets. Et en fait, rappelez-vous, les trucs qu'on parlait, la taille, c'est une façon de faire ça, en définitive. Chaque fois que vous taillez, vous êtes en train d'élever des fruits. Ok, donc, désherber. Donc, on a vu là, quoi? Mulch. Mulch, organico, Plastico. plastique, inorganique. Ça peut être tissu, peut être autre chose. Bon, c'est organique. Attends, excusez-moi. Quoi d'autre? Il vous reste quoi? Comme désherbage? Manuel, c'est manuel. Viner, Avec les animaux, ouais. désherber, avoir tout un... laisser autour de l'arbre tout un espace, on dit à autour d'un mètre plus ou moins, libre de végétation. Surtout les trucs qu'il faut empêcher, c'est le développement de les graminées. Pause. Mais les premières années, tu mets à côté un truc sorti des pépinières contre un mode de riz gras à côté, il n'y a rien à faire contre le riz gras. Le système racinaire sera 1000 fois plus puissant. Donc ton arbre va crever. Ou à côté roncier, vous avez vu? Roncier. Qu'est-ce que ça donne? C'est vrai qu'on insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'idée que quand ils arrivent, quand ils démarrent leur projet, le premier truc à faire c'est planter plein d'arbres. Et parce que de toute façon ça va mettre du temps à pousser et comme ça, on a même entendu des gens dire je vais planter plein d'arbres puis je pars en voyage pendant 2 ans et comme ça après je vais rentrer et je vais pouvoir... Et la vie est belle. c'est ça. Non, ça ne marche pas. Nécessairement. La vie est très belle, mais... Il faut laisser des woofers chez toi pendant que tu pars en voyage pendant 2 ans. Quoi. Bon, on va rattraper. On était où en fait? Quelqu'un se souvient? Voilà, désherbage. En été, il ne faut pas laisser les graminées au sol. Voilà. Donc il faut que vous gérez le désherbage d'une façon ou d'une autre, soit mécaniquement, soit avec un mulch organique ou non, parce que pendant les premières années, surtout, vos arbres sont très soumis à cette concurrence de l'herbe qui pousse autour. Un autre point important à gérer, surtout pendant les premières années, sera la fertilisation. On a parlé d'une fertilisation dans le moment de la plantation, même avant la plantation, avec l'établissement des engrais verts ou des paillages à l'avance, etc., etc. Pour les gens qui sont branchés biodynamiques, même nous diront qu'il faut faire les trous de plantation à l'avance et dans un moment particulier où la lune est je ne sais pas comment, et laisser le trou ouvert pendant je ne sais pas combien de temps. Et après, une fois c'est imprégné de toutes les énergies cosmiques, vous plantez. Pourquoi pas tester. Je n'ai pas fait jamais. Le truc que j'essayais toujours de garder en tête, c'est planter les moments de plantation des jours racines dans les calendriers lunaires. Ça, j'essaye de respecter. Pourquoi pas en jour fruit du coup? Parce que j'essaie de développer plutôt les racines dans ce moment-là. Après, il y a d'autres opérations comme la greffe et tout ça que tu le feras en fonction d'autres objectifs. Ou la taille, même il y a des gens qui regardent les moments détaillés en fonction de la lune. Moi, je ne le fais pas. À ce moment-là, je n'arrive pas à suivre les calendriers en tout. En tout cas, la fertilisation sera une chose que pendant les premières années, c'est important à faire. Pour faciliter simplement un arbre qui a une jolie enfance, c'est un arbre qui aura une jolie vie adulte. Et c'est la vie adulte qui nous intéresse surtout, parce que c'est là qu'il va se reproduire, donc du coup donner des fruits. Donc essayez d'avoir des belles arbres qui ont passé une belle enfance. Si les arbres ont galéré pendant beaucoup dans son enfance, sa vie adulte sera un peu
plus médiocre. On ne peut pas imaginer le contraire, que du coup ça va les endurcir et les faire plus rustiques. Mais rappelez-vous que l'objectif ici à chercher, c'est créer un truc vraiment très, très particulier, que c'est un fruit de qualité. Sur les humains, c'est un débat qui traîne depuis longtemps. Tu peux avoir des fruits sauvages, bien sûr, on les voit dans toutes les lisières qu'il y a ici, des prunes qui sont là, dans la lisière, là, sorties des branches latérales entre les... Ils donnent des fruits, mais rien à voir avec les potentiels de production d'un arbre bien maîtrisé, bien géré. Après, c'est à voir les rapports investissement. Même le franc, on le fertilise les 3 premières années, ou pas? Oui, après, tu peux les faire moins, parce que c'est en principe un arbre qui aura plus de capacités d'explorer, etc., etc. Moi, les trucs que je te dirais, c'est plutôt des... C'est pas nécessairement cette idée de on est en train de fertiliser l'arbre, c'est on est en train de fertiliser le sol. On est en train de nourrir le sol, de créer au maximum un sol vivant autour, que l'arbre après, pour sa physiologie, continuera à nourrir toute seule. Mais c'est comme on déclenche plus rapidement l'apparition de ce sol. Donné que cet arbre est planté normalement dans des systèmes où les sols ne sont pas si vivants, parce que tu viens d'un ancien espace agricole ou d'une prairie, etc. On sur une prairie encore. Mais... J'ai une question. Moi j'avais entendu dire qu'il fallait, dans une prairie, il y avait plutôt un système bactérien et que les arbres ils préféraient des systèmes fongiques et que du coup il fallait peut-être essayer de favoriser avant l'implantation de l'arbre un système fongique. Donc je sais pas ce que tu en penses. Tu l'as fait comment ça? Je sais pas, rajouter du bois, du fumier, des trucs comme ça. De là, on rentre dans ce truc de gestion des herbages avec des mulches de caractère organique et surtout de caractère ligneux. Les BRF, les mulches, les BRF, c'est pas une technique exactement de mulch, mais en tout cas, un paillage organique très ligneux, pour moi, c'est le choix, les meilleurs choix qu'on peut faire pour les arbres. Parce que vraiment, c'est déjà pour l'échelle des temps de décomposition, et précisément pour cette histoire-là. Tu vas générer toute une série de composeurs de bois, là, tout un milieu qui est beaucoup plus près du forestier que de la prairie ou des strates herbacées. Et du coup, ça, tu le ferais plutôt en préparation de la plantation ou sur une fertilisation Tu peux le faire dans ces moments qu'on parlait après plantation, il faut pailler, ou même quelques mois avant, ou même une année avant, déjà faire des mulches dans les emplacements de tes arbres. Ça, c'est le choix que nous, pour une partie des arbres, c'est le choix que nous on a fait. On a eu accès à une source de BRF et ça ne nous donnait pas pour faire partout, mais ça nous a donné pour faire tous les autour de l'arbre, un mètre. En sachant que cette mulch organique, il faudra les renouveler en permanence chaque année. Donc ça demande un entretien, une gestion importante. Est-ce que par exemple on pourrait envisager que sur une haie d'arbres fruitiers, on plante en même temps qu'on plante les arbres, on met du BRF et de la luzerne, et la luzerne qui pousse sur plusieurs années, du coup on peut la faucher et la laisser sur place. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Oui, combiné avec, il y a des tests, des trucs qui ont été faits, particulièrement il y a un rapport de ça du conservatoire régional d'Aquitaine, où ils ont fait ça, d'introduire des arbres fruitiers avec deux autres arbres dans la même haie, dans la même ligne, avec l'objectif de créer de la biomasse et une fois chaque X années, couper à ras tous les autres, créer des BRF, les broyer et réintroduire les systèmes, de façon de générer sur place la matière nécessaire pour la fertilisation de l'arbre. Si par exemple, cette histoire, est-ce que la luzerne par exemple, elle concurrencerait pas les arbres justement? Si c'est juste autour de pied, oui. Okay. Si tu gardes une certaine distance, tu fais ton paillage et après, tu vois, sur un terrain de 7 mètres, tu peux mettre de la luzerne sur pas mal de mètres linéaires. Tu n'approches pas au tronc de l'arbre trop. Et oui, même c'est la technique, je me souviens qu'on parlait avant, une des façons de faire de gérer quand tu as un espace de culture là, tu veux faire des légumes là. On disait, on met un engrais vert pérenne sur luzerne pour faire l'éducation de cet arbre-là, parce que les racines vont devoir, pour se trouver avec ces racines de la luzerne, ne vont pas
facilement explorer là. Mais oui, tu peux le faire en tant que tu gardes une distance là. On verra un peu ça demain. Hein? On verra un peu ça demain. Non, celle-là, on ne va pas entrer plus dans les détails. En tout cas, oui, gardez en tête ces trucs de... sous la ligne d'arbre, c'est, à mon point de vue, c'est plus intéressant de mettre des choses qui vont aller dans la ligne, de pouvoir fertiliser les mêmes arbres, trouver des mulches rapidement accessibles pour pailler au pied de l'arbre, que de faire beaucoup de cultures associées à l'arbre, qui après vont te gérer, faire des problèmes de gestion de, voilà, je vais mettre une échelle et je ne peux pas parce que j'ai mon cassissier juste à côté, il prend énormément de place, ou la récolte des arbres, je ne peux pas mettre une bâche pour récolter, parce que j'ai tous ces bordels-là. Par contre, si tu as de la consoude, la luzerne, tu fauches avant la récolte, tu tales ta vache, tu bouges ton arbre, tu tombes, tu récoltes, tu vas. Et Emeline Le Terme du Conservatoire régional d'Aquitaine, elle travaille beaucoup avec des mulches de BRF. Elle recommande de le faire sur des sols qui sont déjà vivants pour aussi éviter les problèmes de fin d'azote et ce dont on parlait la dernière fois. Donc souvent, elle conseille de mettre d'abord une apportation de compost bien mûr, puis du BRF. L'avantage, c'est que c'est une technique en fait qui nous permet de couvrir un petit peu tous ces besoins-là, quoi. C'est un mulch, donc ça limite l'enherbement. Ça permet une fertilisation sur le long terme. Et en plus, elle a fait des études vraiment intéressantes sur des lignes d'arbres avec et sans BRF pour voir et étudier au niveau de l'humidité du sol. C'est vrai que ça permet d'avoir une humidité beaucoup plus constante. Et... Il y a tous ces bénéfices des mycorhizes, des champignons qui s'établissent, qui vont aller explorer les sols dans les lieux où les racines des arbres n'arrivent pas. Plein d'interactions qui se créent qui sont très intéressantes. Ouais. Donc, voilà. À creuser. Si vous avez accès au brailleur, si vous avez accès à cette matière de BRF, vous ne privez pas de les faire. Mais si vous n'avez pas, donc ne restez pas sous l'idée qu'absolument il faut que vous trouviez ça pour planter des arbres. Non, ce n'est pas le cas. Donc nous ici à Canlao, c'est à cette fin-là qu'on utilise le compost des toilettes sèches. On en parlait la dernière fois, les 2 composts de toilettes sèches. Donc c'est pour une fois par an au début du printemps pour fertiliser les arbres fruitiers. En sachant qu'on n'en a jamais assez pour tous les arbres, mais donc il y a une répartition, quoi. Au début du printemps ou maintenant en automne. Donc voilà, c'est là qu'ils partent tous les toilettes sèches. En fait, les arbres sont fertilisés comme ça. Les premières années, on a fait des apportations de composés de déchets verts aussi. Mais maintenant, ça tourne seulement avec ça. Une petite pelletée pour chaque arbre, et c'est tout. Parce qu'on n'a pas plus. Et les mulch, qui en fonction de la zone, vous avez vu déjà, ça marche en organique, en tissu, en laine, il y a un peu de tout. Et l'arrosage et l'irrigation, déjà la différence, tout le monde la comprend? On a supposé que l'irrigation c'était fixe et que l'arrosage c'était pour de temps en temps. Ponctuel. Exact. La différence c'est ça. À jour d'aujourd'hui, on a la capacité d'irriguer plein de cultures. Et du coup, on a adapté plein de variétés et plein de trucs à ces conditions qui sont très productives, mais du coup, qui demandent un énorme investissement de matière, de matériel et d'énergie pour pouvoir arroser toutes ces surfaces-là. Du coup, pour pouvoir irriguer toutes ces surfaces. Pouvoir irriguer. Donc, et c'est dommage vraiment, parce que les arbres, de façon traditionnelle, toujours pareil que les céréales. Imaginons qu'on commence à faire la folie d'arroser le blé. On pourrait le faire. On a un jour d'aujourd'hui, il faut la volonté politique. Mais on pourrait le faire. On a la folie de cette capacité de bouger tellement d'énergie et d'eau qu'on peut pouvoir faire ça. Mais c'est vraiment sacré qu'on arrive. Parce que c'est mieux réserver ces moyennes à des choses qui vraiment ont besoin de ça. Ouais, surtout dans un contexte de rarification de l'eau. Voilà. Donc les arbres rentrent pour moi, pareil que la vigne. Il y a plein de régions où on est en train d'arroser la vigne. Ou les oliviers, ou les amandiers. Et putain. Non. Où est-ce qu'on arrose la vigne? Il y a plein de régions. Dans le 34, dans le Tarn. Dans le 82, il y a 2 semaines, ils arrosaient. Donc voilà. Dans la ligne de la permaculture, le truc que je vous dirais, c'est non. Un arbre fruitier,
sauf des particularités des premières années d'établissement ou des variétés qui sont spécialement nanifiées en compagnie, qu'on a vu que c'est plus un légume qu'un arbre. Les autres, les trucs qui sont des vrais arbres, que c'est les trucs qu'on devrait, dans la mesure du possible, essayer d'implanter dans nos systèmes, il faut essayer de les émanciper le plus tôt possible de cette eau extra au-delà de l'eau qu'il y a dans le sol et la pluie. Donc si on en revient au parallèle avec l'enfance de l'arbre, donc oui, dans son enfance, on peut l'allaiter un petit peu. Bon bref, voilà. Il peut y avoir des arrosages ponctuels qui sont vraiment recommandés, qu'on a un climat sec comme ici, surtout le premier été et les premiers étés. Nous, on a arrosé les 2 premiers étés. Mais le truc, c'est qu'il y a toute une logique à mettre en place parce que tu arroses très peu, mais bien. Donc tu mets de l'ordre de la vingtaine de litres par arbre. Donc bon, nous, l'aventure qu'on a fait, c'est mettre des bidons de 200 litres dans la remorque, charger de l'ordre de 1000 litres dans la remorque et bouger avec la voiture, avec un seau de 10 litres et d'y penser de mettre 2 seaux par arbre. À ce moment, on a profité pour mettre un peu de pourrant d'ortie dedans. Et voilà, on a fait. Mais c'est l'unique chose. Mais bon, c'est prendre tout un après-midi pour faire ça. Ok. Est-ce que c'est clair? Vu? Très bien. On les laisse là. Pink, on coupe. Ok. Donc...